Merci. Alors, je ne sais pas, je devrais normalement... Ah, voilà. Alors, les villes intelligentes, je devrais commencer en disant que quand je parle à des municipalités, je ne parle pas de villes intelligentes, je parle de villes plus intelligentes. Parce que la dernière chose que je veux avoir l'air de dire au maire... Alors, évidemment, le domaine des villes intelligentes, ça existe à peu près depuis une quinzaine d'années. La genèse est arrivée au début des années 2000 et ça découlait en fait d'un intérêt qu'on avait pour des questions environnementales, notamment sur la gestion des gaz à effet de serre autour des transports et de la gestion de l'eau. Ça a évolué beaucoup depuis, mais je vais vous donner un peu un aperçu du genre de projet qui se fait et de ce qu'on a appris. D'abord, d'où vient le concept? Alors, pourquoi parle-t-on de villes intelligentes? Pourquoi est-ce que c'est devenu important? On peut se demander si le concept vient, par exemple, de villes comme Barcelone, qui est souvent citée comme étant une ville intelligente. Alors, évidemment, c'est un des cas types, ou de Londres. Alors, Londres est encore un exemple d'une ville qui a fait des choses très intéressantes, mais ça vient aussi d'autres genres de villes. Alors, ici, vous voyez une banlieue de Mexico, il y a à peu près 1 million d'habitants, il y a beaucoup de criminalité, mais il y a aussi des projets qui ont été très intéressants dans le domaine des villes intelligentes. Et là, vous voyez un favela aux alentours de Caracas. C'est vraiment un concept qui n'appartient pas nécessairement à l'Occident. C'est un concept qui est vraiment très large. Et en fait, son importance découle, ici, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vu cette photo, c'est une photo de Shanghai qui a été prise au milieu des années 90, alors à peu près 1995. La prochaine photo, je vous indique 2 points de repère sur cette photo-là. Vous voyez 2 bâtisses. Maintenant, en 2005, okay? Et les 2 mêmes bâtisses. Okay? C'est une ville qui a changé énormément, qui a vécu beaucoup de croissance en très peu de temps. Et évidemment, ce genre de croissance amène son lot de problèmes. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas le péage qui ralentit le trafic dans cette photo-là. Alors, évidemment, on se ramasse avec des infrastructures qui sont à capacité. Chez eux, c'est arrivé relativement rapidement. Dans nos villes, c'est venu un peu plus lentement, mais on est quand même arrivé à une certaine capacité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand nos infrastructures sont à pleine capacité? Bien, on en construit des nouvelles. Ça, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le pont Champlain. Pas dans 2 ans, mais il y a 50 ans. Okay? Alors ça, c'était à la construction. Vous remarquez que sur la Rive-Sud, il n'y avait pas grand-chose dans le temps. Alors, donc, ça, c'est la réaction tout à fait naturelle. Les infrastructures sont occupées, c'est plein, on va en construire des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on construit des nouvelles infrastructures? On se ramasse avec ça. Alors ça, ce n'est pas un Photoshop. Ça, c'est une autoroute en Chine qui a vécu un bouchon de circulation qui a duré 10 jours et qui était long de 100 km. De rajouter des infrastructures quand les infrastructures sont déjà à pleine capacité, surtout dans le domaine des transports, n'importe quel urbaniste vous le dira, nous le savons tous, en fait, tout le monde le sait, sauf peut-être les personnes dans la voiture, que de rajouter des infrastructures routières ne va pas résoudre les problèmes de trafic et de congestion de circulation. Ça, c'est à peu près compris, je dirais, dans le domaine scientifique. Dans le grand public, c'est peut-être autre chose. Mais enfin, alors je vous laisse avec cette photo-là, ne l'oubliez pas. J'ouvre une parenthèse pour définir un peu ville intelligente. Vous allez en entendre beaucoup des définitions. En fait, il y a beaucoup de termes qui sont rattachés à ça. Alors, on parle de ville ouverte, on parle de logiciels libres, de véhicules autonomes, on parle de toutes sortes de choses, participation démocratique, big data. Ce sont tous des mots qui sont utilisés pour expliquer ce qu'est une ville intelligente. Maintenant, au risque de parler de ça devant un neurochirurgien, de parler de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que l'intelligence? D'où est-ce que ça vient? Bien, finalement, c'est la capacité de comprendre ce qui se passe autour de nous, de l'interpréter et d'agir en conséquence. Alors, on essaye de comprendre notre environnement, de comprendre ce qui va se passer dans le futur et de se préparer. Alors, il y a certainement une notion d'adaptabilité qui est importante là-dedans. Alors, si ce sont les fondements de l'intelligence, on peut dire qu'une personne intelligente, elle veut observer,
elle veut comprendre, elle veut prévoir ce qui va se passer, elle veut agir et s'adapter. On a un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire ça dans la vraie vie, que ce soit un microscope, un ordinateur, une règle, notre cerveau. Et une ville intelligente, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle fait exactement la même chose. Elle observe, elle comprend, elle prévoit, elle agit, elle s'adapte. Les outils sont simplement différents. Plutôt que d'utiliser un microscope, elle va peut-être utiliser un senseur ou une caméra. Plutôt que d'utiliser son cerveau, enfin, il y a des cerveaux à utiliser quand même, mais on va peut-être utiliser des modèles informatiques. On va prévoir en utilisant la modélisation. Et ensuite, on va agir et s'adapter. Et ça, c'est souvent avec des outils tout à fait traditionnels. Donc, c'est ça, une ville intelligente. Mais il faut encore comprendre, on veut une ville intelligente pour faire quoi? C'est comme un individu. Si je dis je veux devenir intelligent, bien, c'est parfait, mais je veux faire quoi avec mon intelligence? Et pour la ville intelligente, c'est aussi une question à se poser. Toutes ces notions, en passant, sont reliées à ce qu'on appelle les données massives ou le big data, d'où le lien entre la notion de big data et la notion de ville intelligente. Alors, je ferme la parenthèse. Puis je parle du contexte particulier dans lequel on se trouve, dans lequel la plupart des villes se trouvent pour discuter finalement de cette notion de ville intelligente. Et c'est un des courants convergents, si on veut, c'est le fait qu'on veut faire plus avec moins. Alors, la question du pourquoi de la ville intelligente, en partie, c'est pour s'adresser à ce problème-là. Comment faire plus avec moins? Alors, essayons l'exercice avec la notion des transports intelligents. Alors ça, ce n'est pas la ligne orange le lundi matin sur la branche qui va à Laval, je vous rassure. Ça, c'est à Sao Paulo. Ça ressemble un petit peu, mais quand même. Ce métro, en passant, il n'est pas à pleine capacité. Et si vous ne comprenez pas pourquoi en regardant cette photo-là, je vais vous montrer cette photo-là encore une fois. Cette autoroute-là n'est pas à pleine capacité. Elle est à moitié vide. Okay? Alors, il y a certainement une notion d'optimisation là-dedans. Alors, tous ces gens-là s'en vont en vacances, mais c'est sûr qu'à l'heure de pointe, on a à peu près le même problème. Il y a la moitié des gens qui vont la plupart des gens qui vont dans une direction et il n'y a personne qui va dans l'autre. Donc, comment essayer d'optimiser ce genre de courant-là? En fait, ce qui arrive en infrastructure, c'est qu'on a des pointes et on essaie de gérer les pointes. C'est la même chose pour les réseaux électriques, par exemple, d'où la notion de smart grid, en passant, pour ceux qui la connaissent. On essaie de gérer les pointes. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a une certaine capacité qui est à la ligne rouge. Et puis, on a une pointe, et c'est là qu'on a des problèmes de congestion de trafic, des réseaux, des brownouts, des pannes de courant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'augmenter la capacité pour pouvoir accommoder la pointe. Okay? Donc, il n'y a plus de problème. On a augmenté la capacité, on a rajouté des voies. Évidemment, je vous ai dit, en transport, ça ne fonctionne pas très bien dans le moyen terme. En fait, pas du tout. Mais l'autre problème avec tout ça, c'est que, ça devient vert, c'est que ça coûte très cher. Et en fait, on a payé pour augmenter la capacité pour accommoder une pointe, mais en fait, cette pointe-là, c'était pas vraiment très important là, comme pointe. La plupart du temps, il n'y avait pas de problème. Donc, on dépense beaucoup d'argent, on double nos investissements pour finalement une petite tranche de temps. Alors, les ponts sont suffisants pour 95 du temps, mais à l'heure de pointe, le matin et l'après-midi, ce n'est pas suffisant. Donc, on doit augmenter nos investissements, d'où le fait qu'il y a un manque d'optimisation. Alors donc, ce qu'on veut faire, c'est optimiser. C'est une des raisons pour laquelle on veut faire la ville intelligente. Maintenant, si on veut rentrer plus de voitures, on pourrait peut-être essayer d'acheter des plus petites voitures. On pourrait en rentrer plus sur les routes. Ça, j'en ai pas encore vu au Québec, puis je ne sais pas comment ça se conduit l'hiver, mais j'ai des doutes. Je pense que je vais garder ma moto pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui est un peu plus réaliste et qu'on va sûrement voir dans les quelques années à suivre qui vont venir, c'est la notion de la voiture qui se conduit toute seule, la voiture autonome. On est à peu près d'accord pour se dire, dans l'industrie, que les technologies pour la voiture autonome, elles existent déjà. Il y a une question d'acceptabilité sociale, on n'est pas tout à fait rendu, mais vous achetez une Mercedes ces jours-ci, elle garde sa voie toute seule, vous n'avez pas besoin de tenir le volant, elle conduit. Cadillac va sortir un système qui est encore plus autonome, va suivre la voiture devant. Toutes les technologies sont là, finalement, pour que vous n'ayez pas à faire grand-chose en conduisant. Mais il y a la question de l'acceptabilité sociale. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça
en termes de capacité, c'est qu'on peut rentrer 2 fois plus de voitures sur une infrastructure routière si les voitures sont autonomes. Quand les voitures sont autonomes, on a besoin de moins de place, il y a moins de coussins entre les voitures, alors la capacité de l'infrastructure routière double. D'où la question à savoir, est-ce qu'on a besoin d'augmenter la capacité des transports routiers si on sait qu'il y a de la technologie qui va nous permettre d'augmenter le flux et le nombre de voitures à l'intérieur de ces infrastructures-là? Alors ça, c'est une façon aussi d'avancer. Bon, maintenant, ce C-là, c'est comme un drapeau rouge, hein, parce que ça représente le système de péage ou de taxe à la congestion de la Ville de Londres. Alors, si vous rentrez au centre-ville de la Ville de Londres, ça vous coûte, depuis cette année, maintenant, 12 livres par jour pour avoir le droit d'avoir votre voiture dans le centre-ville de Londres. Alors, si vous rentrez avec votre voiture et que vous la laissez là une semaine, vous payez une semaine de péage. Okay? Ça, vous n'avez pas besoin de traverser, de rentrer, sortir. Là, vous payez vraiment. C'est comme des frais de stationnement pour avoir votre voiture en ville. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec ce système-là, qui a été en passant décrié, puis je vais en parler un petit peu après, mais c'est que le trafic, en fait, a reculé de 30 ans en arrière. Alors, on est devenu, il y avait beaucoup moins de voitures au centre-ville de Londres. Ce qui arrivait, c'est que les camions, eux, ne savaient plus quand est-ce qu'ils allaient arriver pour faire leur livraison. Les taxis étaient pris dans le trafic. Alors, tous les systèmes de just-in-time, de livraison, puis dans nos vies personnelles, on fait du just-in-time aussi. On doit ramasser les enfants pour les amener à leurs activités, partir, arriver au travail. Donc, tout ça ne fonctionnait plus parce que le système de transport ne fonctionnait pas. Alors, avec ce péage-là, on a permis à Londres de récupérer beaucoup de la vitesse du trafic au centre-ville. Ça, c'est un autre système. Ça, c'est un système de péage cordon qui se fait autour de la ville de Stockholm. Alors, c'est un péage variable. Les voitures n'ont pas besoin de s'arrêter. Hein, ça passe tout de suite. Il y a un lecteur de plaque. Il n'y a pas de transpondeur. Il n'y a rien de tout ça. On lit votre plaque, puis on vous envoie le compte à la fin du mois. C'est un péage qui varie entre gratuit la nuit et qui monte jusqu'à peu près 3 € à l'heure de pointe pendant une demi-heure ou une heure. Et ça a eu un impact assez fascinant. Et là, je ne vais pas vous parler en détail de l'offre et de la demande, mais ce qu'on fait en transport depuis longtemps, c'est qu'on augmente l'offre. La demande augmente, on augmente l'offre pour permettre au point d'équilibre de rester à peu près correct. Mais ce que Londres fait et ce que Stockholm ont fait, c'est qu'ils ont essayé de travailler plutôt la demande, parce que l'offre, ça coûtait très cher. Alors, en travaillant la demande, on arrive à baisser le prix. Le prix, dans ce cas-ci, c'est la congestion. Alors, si on retourne à ce graphique-là, où je vous parlais des pointes et du coût des pointes, bien, si on arrive à baisser la demande, normalement, au pic, on pourrait se ramasser avec une infrastructure tout à fait suffisante au départ. Et si je vous montre les chiffres, donc, de ce qui se passe autour du péage, vous voyez la ligne bleue, c'est le trafic avant le péage. La ligne noire, c'est après le péage, vous voyez que les pics ont baissé. Maintenant, une baisse de 20 % du nombre de voitures à l'heure de pointe, ça donne ceci. Alors, à gauche, le mardi, à droite, le mercredi. Il n'y a plus d'heure de pointe. Elle a disparu. Alors, avant ce projet-là, c'était un projet pilote au départ, les 3/4 des gens à Stockholm étaient contre l'idée d'un péage. C'est un désastre. Les compagnies à 3 lettres vont faire une beurrée, puis ça va nous coûter cher. Mais après cette journée-là, les gens ont commencé à se dire, bien, finalement, moi, je préfère peut-être payer un 2 € ou changer mon horaire, rentrer un peu avant ou un peu après, puis éviter les queues, éviter le trafic, puis ça vaut peut-être la peine. Alors maintenant, ils sont à peu près aux 2/3 qui sont pour le péage là-bas. On a vraiment eu un changement d'attitude. Et c'est en partie à cause de l'optimisation de l'utilisation du réseau. Ça leur a permis de mettre un frein à un projet de développement autoroutier qui allait coûter dans les 30 milliards de dollars. Ils n'ont pas eu besoin de le construire parce que leur capacité, finalement, était suffisante, telle qu'elle était. Maintenant, tout ça, les péages, en fait, c'est temporaire. C'est une étape. Parce qu'on se dirige vraiment vers... Puis lancez-moi pas des tomates, s'il vous plaît, mais la taxe kilométrique.
Il va peut-être falloir trouver un autre nom. Mais ça, c'est l'idée que votre voiture, vous payez l'usage de la route, vous payez l'utilisation de la route à l'usage. Si vous roulez beaucoup, si vous roulez sur des chemins de campagne, ça vous coûte quelque chose. Si vous roulez beaucoup en ville, à l'heure de pointe, ça vous coûte autre chose, dépendant de l'autoroute, dépendant de l'heure de la journée à laquelle vous allez. Alors ça, il y a déjà des projets pilotes en Europe. Pour les camions, ça fonctionne déjà comme ça. Il y a des projets pilotes dans l'ouest des États-Unis et en partie, ça va devenir nécessaire parce qu'avec le nombre de voitures électriques qui commencent à gonfler, les revenus de la taxe sur l'essence ne seront plus là où ils sont maintenant. Il va falloir trouver un nouveau moyen de financer les infrastructures et ça, ce sera sûrement une des réponses. Mais il y a d'autres choses à part les voitures, évidemment. Il y a l'optimisation des parcours d'autobus. Alors, nous, on a pris des données de téléphones cellulaires pour comprendre comment les gens se déplaçaient à l'intérieur des villes. Ça, c'est un exemple à Istanbul, mais on a fait la même chose à Dubuque, qui est une ville de 60 à 100 000 personnes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait desservir un bassin de population 30 plus grand, avec 30 de moins d'autobus et avec un temps de parcours qui était réduit de 12 à 20 minutes en moyenne. Donc, tout ça, c'est avec l'optimisation et simplement en comprenant comment les gens se déplacent à l'intérieur d'une ville. Lyon, je pense que David Ott va peut-être parler de calculateurs transmodal, multimodal après, mais essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrimé tous les systèmes qui comprenaient les vélos en libre service, les horaires de train, enfin, tout le reste, le trafic dans les rues, les espaces de stationnement. Est-ce qu'il y a des places libres dans le métro ou dans l'autobus? Alors, ils ont été chercher toutes ces données-là et ils ont mis ça dans un endroit central pour que les gens puissent savoir si moi, je vais aller chercher le train, quelles sont mes 15 options pour me rendre à la gare? Je peux prendre le vélo, puis ensuite un taxi. Alors, il y a toutes sortes de capacités ici. Et ça a permis de réduire le trafic de 8 en un an et de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 200 000 tonnes par année. Et ça, c'est avec des outils comme celui-là où on prévoit le trafic 1 heure à l'avance. Alors, encore une fois, c'est la notion de ville intelligente. On va chercher de l'information, on fait de la modélisation, puis ça nous permet d'adapter au contexte. Et dans ce cas-ci, c'est de choisir ma route basée non pas où est le trafic maintenant, basé où est le trafic maintenant, mais où sera le trafic dans 1 heure quand je serai sur la route. Montpellier a été un peu plus loin. Montpellier, elle, a une démarche qui s'appelle Écocité. Puis à l'intérieur de ça, vous allez remarquer, Martine Cohn, hier, parlait, par exemple, d'incubateurs. Alors, eux ont décidé d'ouvrir les données de la ville pour attirer les incubateurs, et non seulement les données, mais les réseaux de la ville, les réseaux d'aqueducs, les réseaux électriques. Alors, pour que les incubateurs qui ont des idées de nouveaux produits puissent les tester sur un vrai réseau. Et ce qui attire beaucoup de petites entreprises parce que ce sont des réseaux qui sont souvent difficiles d'accès. Si je fabrique un nouveau bidule pour les réseaux d'aqueduc, moi, je vais tester ça où? Bien, vous allez le tester à Montpellier. Alors, Montpellier va vous accueillir. Montpellier va être le premier utilisateur et puis votre entreprise deviendra grande à Montpellier. Ils ont aussi créé des applications qui vont aller chercher les citoyens, qui disent, bon, il y a un trou ici, il y a un vélo libre-service qui est brisé ici. Donc, l'implication du citoyen est aussi très grande. Et aussi, ça, c'est celui de Rio, mais il y a un équivalent à Montpellier, c'est le Centre de gestion des incidents. Alors, s'il y a un problème, il y a un accident, il y a du trafic, tous les départements de la ville en sont informés tout de suite. À Montréal, s'il y a un bouchon de circulation, il y a un centre de contrôle de la STM. Il va détecter le bouchon de circulation quand l'autobus est pris dedans. Là, ils vont le savoir. Il y avait déjà un autre centre de contrôle de la province. Il y en a un autre de la ville, le CGMU. Il y en a plusieurs, ne se parlent pas nécessairement. Donc, d'avoir tous ces gens-là au même endroit, ça permet de régler les problèmes beaucoup plus rapidement. Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre si on veut avoir des villes intelligentes et si on veut mener dans ce domaine-là au Québec. Ça, c'en est une. Alors, ça c'est un véhicule de test en Europe pour tester l'interopérabilité des différents systèmes de péage. Là, on parle d'une dizaine de pays. Okay. Mais là, je vous ferai remarquer qu'on a déjà 2 systèmes de péage différents à Montréal. On risque d'en avoir un 3e. J'ai aucune idée s'il va être compatible ou non. Puis je ne sais même pas si c'est vraiment, si ça fait partie des critères de sélection.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut peut-être penser à notre affaire 2 fois plutôt qu'une. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut vraiment pas se permettre, la multiplication des standards. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la petite blague là, du gars qui est en train de creuser une tranchée avec une cuillère. Puis on lui dit, bien, pourquoi tu fais ça à la cuillère? Il dit, j'ai pas le temps d'aller chercher la pelle. Je suis trop occupé avec la cuillère. Bon, mais ça, j'ai parlé dans une ville que je ne nommerai pas, qui fait beaucoup de travaux d'aqueduc. Mais il y en a plus qu'une, vous n'en faites pas. Puis je leur ai dit, vous êtes en train de refaire les réseaux d'aqueduc, ce ne serait pas le temps de mettre des senseurs, des détecteurs, de rendre ça intelligent. Écoutez, on est bien trop occupé à refaire le réseau. Compliquez-moi pas la vie, s'il vous plaît. Okay? On va s'en occuper après, quand on aura rebouché les trous puis on aura refait les rues. Alors, ça, c'est le syndrome de la cuillère. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre le temps d'aller chercher la pelle au bon moment? À gauche, vous avez le maire de Londres qui était là à l'implantation du péage. On l'appelait Red Ken. J'ai choisi le background en particulier parce qu'il était un peu gauchiste. Puis en fait, pour lui, la notion et la façon dont il a amené le péage, c'était vraiment une confrontation. Il ne veut pas, les voitures dans le centre-ville. Restez chez vous. Je ne veux pas de vous. Puis vous avez peut-être déjà entendu ça de la part de certains maires, par exemple, mais il y a une certaine approche qui, finalement, amène la confrontation. Le péage a embarqué. Il y a eu quelques ratés au début. Ça a commencé, ça a grandi, ça a rapetissé. Il y a un maire qui est venu après, Boris Johnson, qui l'a gardé, le péage. C'est resté, puis c'est devenu dans les normes de la ville, puis je dirais c'est accepté. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu une transition facile. Alors qu'à droite, vous avez le DG de la ville de Stockholm. Ils ont fait des études, ils ont fait des projets pilotes, ils ont préparé pendant 6 mois au départ, ils ont fait 7 mois d'essais sur le péage, ils ont vraiment fait un effort très grand pour essayer d'amener les gens à le vouloir et à l'aimer, le péage. Et ça se voit parce que les opinions ont changé très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'à Londres. En parlant de Londres, ça, c'est l'organisation des transports à Londres. Ça s'appelle Transport for London. Ça s'occupe des autobus, de la sécurité des piétons, des pistes cyclables, du stationnement, des navettes fluviales, des autobus, des métros, des trains, du cargo, tout ça dans la région de Londres. En fait, on a même changé les pouvoirs du maire pour pouvoir créer ça, et c'est ce qui a permis, entre autres, l'implantation du péage. Ça a été difficile, mais j'ai trouvé un graphique équivalent pour Montréal. Alors, tout ça pour dire que, cela étant dit, il y a des choses à éviter, mais il y a aussi des paris qu'il faut tenir, c'est-à-dire, on va faire quoi avec notre intelligence si on devient intelligent? Il faut avoir une vision de ville intelligente qui s'arrime un peu aux réalités, puis aux besoins et aux atouts qu'on a. Puis moi, je vous propose 3 pistes de solutions. La première ville qui arrivera à créer des infrastructures routières qui font le monitoring en temps réel, qui vont chercher les voitures électriques et autonomes, qui intègrent ça à ce système-là, qui intègrent aussi la notion d'énergie verte et propre pour la recherche des infrastructures électriques, des voitures électriques, et aussi les transports collectifs et actifs, et qui va créer vraiment de l'intelligence autour de cet écosystème-là très particulier. Ça, cette ville-là, elle va devenir le paradis des transports. Ça, il n'y a pas encore une ville, je dirais, qui a réussi à faire ça complètement. Il y en a qui ont des bouts. Je vous ai montré Lyon et Montpellier avant, mais il n'y a pas nécessairement le volet véhicule autonome et énergie verte là-dedans. Je pense que ça, c'est important. Alors ça, c'est la première piste possible de ville intelligente. La deuxième, c'est la notion d'éco, d'aller faire le monitoring des écosystèmes périurbains, les trames vertes, les trames bleues, de faire l'étude de l'impact des changements climatiques sur les systèmes urbains et de faire de la planification urbaine basée là-dessus et basée sur la modélisation. Il y a des bouts qui se font, vous voyez une photo, par exemple, de New York, qui fait de la modélisation en avance de la pluie pour comprendre quels sous-sols vont être inondés. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes, mais là, on parle de la planification à plus long terme. Alors, les villes qui arriveront à se doter d'une infrastructure intelligente
pour regarder ça deviendront, à mon avis, les paradis de la qualité de vie. Il y en a un troisième, et puis je suis content qu'il y ait quelqu'un qui va peut-être parler un peu de ça après, mais étant donné l'infrastructure culturelle qu'on a, les compagnies en jeux vidéo, alors ceux qui arriveront à marier l'industrie de la culture, la réalité augmentée, la mobilité et le jeu vidéo, et qui en feront une ville intelligente à partir de cet écosystème-là, à mon avis, ça va devenir un paradis du tourisme. Alors, ce n'est pas nécessairement mutuellement exclusif, ce sont trois pistes, si vous voulez, de solutions, mais si on veut devenir une ville intelligente, si on veut devenir intelligent, il faut savoir ce qu'on veut devenir quand on va grandir. Ça, c'est trois options. Alors moi, je tire quelques conclusions de ces leçons-là. D'abord, il faut éviter les erreurs de planification. Il faut penser à notre affaire avant d'embarquer. Ce n'est pas une série de projets qu'on va faire en parallèle sans se parler. S'il vous plaît, pas de pare-brise comme on a vu tantôt. Il faut savoir gérer le changement, c'est-à-dire parler à la population, les écouter, faire quelque chose avec ça. C'est très important pour l'acceptabilité sociale parce que sans acceptabilité sociale, on ne va nulle part. Il faut choisir les créneaux, ça je viens d'en parler. Il faut encourager la prise de risque et l'expérimentation, puis ça, je pense que Martin en a beaucoup parlé hier, d'autres conférenciers aussi. Il faut aussi encourager les nouveaux modèles d'affaires et clarifier la gouvernance autour de certains enjeux. Puis là, j'en nomme quelques-uns, mais les transports, les infrastructures, là, je le crois vraiment, là, cette photo-là, c'est un casse-tête à Montréal, pas gérable. Puis à Québec, ce n'est pas nécessairement facile non plus. Peut-être qu'il faudrait déménager le ministère des Transports à Montréal, au centre-ville, puis il y a des choses qui changent. En tout cas. Je suis content que je ne suis pas le seul qui pense de même. Ça va rajouter du trafic, par exemple. Hein? La santé, la qualité de vie, l'environnement, ça, c'est trois enjeux qui sont reliés. Bien, encore une fois, la gouvernance au niveau des villes n'est pas nécessairement très claire ou unique. Puis le développement économique et l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est éclaté. C'est des écosystèmes qui ont de la difficulté à s'arrimer entre eux. Donc, et pour les succès en ville intelligente, je dirais, tout ça, ça a été fait. Maintenant, par où commencer? Alors, je reviens à Barcelone, au tout début, qui était une de mes premières planches. Puis je vais juste vous donner, là, en terminant, un exemple de ce qu'ils ont fait, un exemple très simple à mon avis. Ils ont changé le système d'appel d'offres. Okay? L'appel d'offres, ce n'est pas « je vous demande, voici la solution », là, puis là, je vous demande de décliner cette solution d'une certaine façon. L'appel d'offres à Barcelone, Philadelphie le fait aussi, c'est « voici mon problème ». Maintenant, utilisez de l'innovation, de l'intelligence, de la créativité et suggérez-moi quelque chose. Je n'y ai peut-être pas pensé. Si je crée mon appel d'offres basé sur ce que je sais, je limite la créativité de toutes les personnes qui vont répondre à cet appel d'offres. Puis en fait, souvent, j'avais peur d'être seul, mais finalement... Alors c'est ça, mais finalement, on limite la créativité, mais d'ouvrir ça, d'ouvrir ce système-là et de libérer finalement l'intelligence des gens, bien, ça va peut-être nous amener un peu plus loin. Je vous remercie.